Bon, bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux pour participer à cet atelier qu'on a intitulé « Les mystères de la 13e colonne ». Alors pourquoi ça? Pour vous faire un petit peu de chimie, parce que l'UNESCO a décidé que l'année 2019 était une année consacrée à la classification périodique des éléments. Donc on a profité de cette occasion pour mettre ça en relation un petit peu avec le quai du Polar, et vous allez voir pourquoi. Alors la classification périodique, vous l'avez tous déjà vue, vous savez tous à quoi elle ressemble, il y en a même qui la connaissent par cœur. Nous, on va s'intéresser à la 13e colonne, à savoir celle-ci. Alors pourquoi on a eu besoin d'une classification? Parce qu'on a beaucoup d'éléments à trier, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Je vous ai mis là le nombre d'éléments connus au cours des siècles. Donc sur la courbe de gauche, on commence à moins 6000 et on va jusqu'à 2000. Et vous voyez qu'il y a eu très très peu d'éléments, puis brusquement, une grosse quantité d'éléments découverts. À droite, j'ai grossi la partie entre XVIIe siècle et actuellement. Et vous voyez que c'est un peu plus progressif quand même, mais à partir du XVIIe siècle, on a trouvé beaucoup d'éléments. Pourquoi est-ce qu'on a trouvé brusquement autant d'éléments? Parce qu'on a eu à sa disposition une nouvelle technique qui est la spectrographie. Alors la spectrographie, qui a été mise au point en particulier par ces deux scientifiques-là, que vous connaissez sûrement de nom, Bunsen, celui qui avait fait des becs Bunsen qu'on utilisait en chimie, et puis Kirchhoff, qu'on rencontre un petit peu partout en physique aussi, et qui ont mis au point ce qu'on appelle des spectrographes, qui sont simplement des dispositifs relativement simples sur le principe. L'image d'en bas correspond à leur dispositif à eux, avec, vous voyez, une bougie encore à l'époque comme source de lumière, de quoi projeter la flamme sur un prisme, et ensuite regarder, observer le spectre obtenu. Alors les spectres qu'ils ont obtenus, ce sont des spectres de raies. Les spectres de raies, j'en ai mis deux ici, celui du mercure, où vous voyez il y a des raies d'à peu près toutes les couleurs, ce qui fait que finalement ça donne une lumière assez blanchâtre, ou celui du sodium, qui n'a quasiment qu'une raie orange, et c'est beaucoup moins comme ça maintenant, mais avant les tunnels souvent étaient éclairés avec des lampes à vapeur de sodium, et ça faisait une lumière très très orange, parce qu'il y a uniquement une raie. Ces spectres de raies sont caractéristiques d'un élément, donc quand on connaît l'élément, on peut identifier le spectre et le repérer. Et inversement, quand on a fait des spectres de flammes, on a identifié beaucoup de nouveaux éléments avec leur spectre de raies caractéristiques de chaque élément. Et c'est pour ça que brusquement, quand on a eu ces dispositifs, on a découvert des éléments qu'on ne connaissait pas avant. Alors si je reviens à la 13e colonne, la 13e colonne, donc la voilà. Elle contient, comme tous les 6 éléments, donc le bore, l'aluminium, le gallium, l'indium, le thallium et puis le niobium tout récent. Des fois, on l'appelle métaux terreux, enfin c'est une dénomination que j'ai trouvée qui n'est peut-être pas très courante. Alors on va regarder ces différents éléments les uns après les autres, on va vous raconter quelques anecdotes à propos de chacun, et puis mes collègues, là, compétents, vont faire quelques manips. Alors, on ne peut pas faire toutes les manips qu'on veut ici parce qu'on n'a plus le droit de faire de choses dangereuses, pas de flammes, pas de choses comme ça. Donc, ça va être des manips assez douces quand même. Alors, on commence par le bore. Le bore, c'est un élément qu'on ne connaissait pas, mais dont on connaissait des composés. Entre autres, un composé qui était bien connu depuis l'Antiquité, qui servait depuis l'Antiquité pour fabriquer des verres, et aussi pour désinfecter un peu, c'est le borax. Le borax, vous en avez un cristal à l'état naturel, là, vous voyez, ça se trouve à l'état naturel dans des lacs asséchés. Les Américains l'appellent des fois tincal, c'est un mot qui vient d'Extrême-Orient. Et le borax donc, était bien connu, bien utilisé, mais le bore n'a été isolé qu'en 1808 par Gay-Lussac et Thénard, et puis bien identifié par Berzelius en 1824. Donc vous voyez, début du 19e siècle. C'est un élément relativement fréquent puisqu'on en trouve 10 mg par kilogramme dans la croûte terrestre. Bon, on a une production essentiellement en Turquie, dans les lacs asséchés. Et actuellement, vous en trouvez dans beaucoup de choses puisque les verres
dits en pyrex sont en fait des verres contenant du bore. Le slime, là vous savez, cette espèce de pâte toute molle là, est faite avec du borax. Dans les codifications des ingrédients, c'est l'acide borique E284, le E285 c'est le borax. Et puis il y en a dans les collyres aussi, alors vous avez ici un petit flacon de collyre, là c'est assez classique. Et puis, ça sert comme absorbeur de neutrons dans du nitrure de bore. Le nitrure de bore, on en a 2 petits morceaux, là, voilà. Et vous allez voir, c'est quelque chose qui a un toucher très, très doux, très agréable. Donc ça, c'est pour le bore. On ne peut pas vous montrer plus de choses pour le bore. Mais on va passer au suivant. Alors le suivant, c'est l'aluminium. Alors là, sur l'aluminium, on peut raconter des tas de choses, puisqu'il y a une grosse saga de l'aluminium. L'aluminium, vous en avez tous déjà vu, hein, vous avez tous utilisé du papier d'aluminium. Alors pour la petite histoire, le premier papier d'aluminium a été fabriqué par un Suisse en 1910. Et pour faire quoi? C'était un Suisse. Il a emballé quoi? Du chocolat. Le fameux chocolat triangulaire, vous savez, le Toblerone. Bon, à part ça, comme pour le bore, il y a eu des sels d'aluminium qui sont connus depuis la nuit des temps, en particulier l'Alain. Alors je vous ai sorti là une publicité datant du 19e siècle, bloc d'Alain calme le feu du rasoir. Donc c'était vendu en bloc. Ça, en haut à droite, c'est de l'Alain naturel, et puis en bas, de l'Alain qui était taillé pour apparemment calmer le feu du rasoir. Toujours est-il qu'on connaissait l'Alain depuis toujours, mais on ne savait pas, on ne connaissait pas l'aluminium, puisque l'aluminium a été pour la première fois découvert par quelqu'un dont on ne pense pas à lui comme chimiste, à savoir Ørsted, que moi, personnellement, je considère plutôt comme un physicien, mais bon, c'est lui qui, le premier, a isolé de l'aluminium en faisant une réaction avec un mélange de chlorure de mercure et de potassium. Vous demanderez à mes collègues comment ça marche, je ne sais pas. Toujours est-il qu'ensuite, c'est le Français Sinclair de Ville qui, le premier, a trouvé un processus pour fabriquer de l'aluminium dit chimique. Le processus était très compliqué, très difficile à faire, et l'aluminium obtenu revenait très très cher. À l'époque, ça coûtait plus cher que l'or. Mais très vite, on a vu les belles propriétés de ce métal. C'est un métal très léger, sa densité est 2,7. Si vous comparez au fer, au cuivre, qui sont aux environs de 8 et 9, vous voyez que c'est beaucoup plus léger. C'est un métal qui ne s'altère pas à l'air, ça veut dire qu'il n'y a pas de rouille, il n'y a pas d'oxyde comme pour le cuivre, pas de verre de gris. Ça a une excellente conductivité électrique et thermique. Donc ici, vous avez les valeurs de la conductivité électrique. Donc vous voyez, le cuivre, c'est environ 60. L'aluminium, c'est aux environs de 40. Mais le fer, ce n'est que 10. Donc c'est bien plus conducteur que le fer, même si c'est un peu moins que le cuivre. Et c'est l'avantage d'être beaucoup plus léger. Pour ce qui est de la conduction thermique, on a un petit dispositif là qu'on va vous sortir qui contient une barre de fer, une barre de laiton, une barre d'aluminium, une barre de cuivre, et vous avez des cristaux liquides. Et quand on le met dans l'eau chaude, vous allez voir qu'effectivement, l'aluminium conduit peut-être... Oups, il n'en fallait pas plus. Il n'en fallait pas plus, ça va déborder. Je plonge dedans. Hop. Ça va tenir. Voilà. Donc vous allez voir une course sur les cristaux liquides, là. Le cuivre d'abord, l'aluminium ensuite. On voit? Tu en veux peut-être, Mathieu, pour que tout le monde voit. On voit. Tous ces conducteurs, puis la zone d'air monte haut. Donc, en haut, on a le cuivre, l'aluminium, le fer. Bon, on pourra refaire l'expérience tout à l'heure, c'est pas très compliqué, vous pourrez venir voir. Donc ce sera plus simple de refaire. Et ça tient. Donc, compte tenu de toutes ces belles propriétés du métal, il y a quelqu'un qui a été très intéressé par ça et qui a beaucoup encouragé les recherches sur le sujet, c'est Napoléon III.
D'ailleurs, les premiers objets qui ont été faits en aluminium, ça a été un hochet pour le prince impérial et des supports pour porter pour les drapeaux, parce que c'était beaucoup moins lourd que les anciennes hallebardes pour transporter les diapos. Tout a changé brusquement quand... Alors, non, je vous ai mis là d'abord un petit peu de bauxite, un petit peu d'alumine et puis une usine, parce que tout a changé quand 2 personnes ont réussi à préparer de l'aluminium par électrolyse. Pour ça, il a fallu mettre un fondant dans le minéral brut, là, la bauxite, pour avoir quelque chose de liquide et ensuite pouvoir, par électrolyse, extraire l'aluminium. Brusquement, le prix de l'aluminium a chuté et on a fait des tas d'objets en aluminium. Les 2 personnes qui ont fait ça, c'est un Américain qui s'appelait Hall et puis un Français qui était Sinclair de Ville. On a fait du coup des tas d'objets en aluminium. Alors il y en a quelques-uns ici, là par exemple, des petites boîtes comme ça, on peut la faire passer, elle est très légère. Et voilà. Et l'autre objet, donc vous voyez qu'il semble bien plus lourd qu'il n'est, en fait, parce que c'est à partir d'aluminium. Petite boîte aussi. Alors, ça, c'est une usine d'aluminium. Celle-ci est à Dunkerque. Ce sont toutes les cellules d'électrolyse. Évidemment, ça a été au fin du 19e siècle, au moment où la production d'électricité a aussi permis de faire de l'électrolyse en grande quantité. Voilà quelques objets en aluminium aussi. En bas à droite, c'est quelque chose qui date du 19e siècle. À gauche, c'est quelque chose qui est très récent. Vous voyez, c'est un artiste japonais qui a fait ça en 2018 et c'est tout en aluminium. Et puis au milieu, vous avez un petit poème d'Apollinaire, puisque pendant la guerre de 14, les gens dans les tranchées récupéraient des objets en aluminium pour en faire, vous voyez, lui, il parle d'une bague. Ce qui veut dire qu'effectivement, l'aluminium était devenu quelque chose de très courant, puisqu'on le récupérait et on en faisait des bijoux. Donc ça, c'est Apollinaire qui a envoyé ça à une de ses dulcinées. Alors, parmi les propriétés de l'aluminium, on peut faire un certain nombre d'expériences avec. Entre autres, l'aluminium, c'est quelque chose qui est très oxydable et qui a tendance à donner ses électrons à tout ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'on ne le trouve pas à l'état naturel. C'est parce qu'il est capable de réagir à la fois avec les acides et avec les bases. Et il disparaît donc finalement dans les acides et les bases. Et ça va nous permettre de vous montrer 2 expériences. Une qui est l'action de la soude sur l'aluminium. On n'a pas fait l'action de l'acide parce que c'est beaucoup plus classique. Et puis une autre expérience qui va vous montrer comment on peut nettoyer son argenterie avec de l'aluminium. Alors les manips prennent un petit peu de temps, il faut que ça démarre. Il y a une fourchette aussi là. On a une fourchette aussi. Là, j'ai juste versé un peu de soupe diluée sur une feuille d'aluminium. Ça va démarrer. Je pense que la réaction va démarrer, on va voir un dégagement gazeux qui est lié à l'oxydation d'aluminium qui va réduire les protons de l'eau et former de l'hydrogène. Votre expérience, vous pouvez faire chez vous si vous avez des bijoux ou de l'argenterie, qui consiste à emballer l'argenterie dans l'aluminium avec un contact électrique, c'est un contact entre les deux, faire baigner ça dans une solution de bicarbonate et la réaction a lieu entre l'argent qui est oxydé et l'aluminium. L'aluminium se sacrifie et votre argent prend un éclat. C'est-à-dire que si on attend suffisamment longtemps, l'aluminium disparaît. Là, on n'aura pas le temps de voir de trous dans la feuille d'aluminium parce qu'on n'attendra pas assez longtemps, je ne pense pas. Alors l'aluminium qui réagit aussi fortement avec l'eau quand il est chauffé. C'est pour ça qu'on vous dit toujours qu'il ne faut pas éteindre des feux d'aluminium avec un extincteur à eau. Parce qu'au contraire, ça amplifie la réaction. Alors ce n'est pas le genre d'expérience qu'on peut faire ici. Alors on va vous...
Il faut- Il y a un petit nuage. On voit qu'il y a un petit nuage, vous voyez, ça réagit au bord du papier. Ici, là. Oups. Et là, on voit bien. Là, on voit qu'il y a des bulles. C'est bon. Et à la fin de l'atelier, l'aluminium aura presque disparu. Et si on avait mis un acide, on aurait eu la même chose. Alors, ça, on était là, je passe après. Bon, alors on va passer à l'élément suivant, le gallium. Le gallium, ça fait partie des éléments qui ont été découverts très tardivement, mais qui avaient été prédits par Mendeleïev quand il a établi sa classification périodique. Ça veut dire que Mendeleïev avait laissé au niveau de la 13e colonne, faut que je la trouve là, ici, il avait laissé une case vide en disant il y aura à cet endroit-là un élément qui aura telle, telle et telle propriété. Et il avait donné un certain nombre des caractéristiques de cet élément. Il avait entre autres donné, donc là, moi je n'ai mis que deux valeurs. Il avait appelé cet élément l'EK aluminium et il avait prédit une masse atomique de 68 et une densité de 6, plus d'autres caractéristiques. Et en 1875, Monsieur Lecoq de Bois-Baudran a découvert, toujours par spectrographie, un élément et il y a exactement les caractéristiques prédites par Mendeleïev. Ce qui a confirmé la validité de la classification établie par Mendeleïev, puisqu'on avait une case vide et que, hop, on a trouvé un élément à mettre dans cette case vide avec les bonnes propriétés prédites par Mendeleïev. C'est un élément qui a quand même quelques particularités originales aussi. C'est un élément qui a comme grosse particularité de fondre à 30 degrés et de rester liquide jusqu'à 2200 degrés. C'est-à-dire c'est l'élément qui a la plus grande zone où il est liquide. Et 30 degrés, c'est quasiment la température ambiante. Donc pareil, là, on fait l'expérience. C'est celui-là. Il faut un petit moment pour que le... On aurait dû le montrer avant. Initialement, il était solide, évidemment. Attends, on voit déjà que non, c'était de l'eau qu'il y avait au fond. On voit qu'il est solide là quand même. L'eau est à peu près à 100 degrés. Oui. À peu près. À peu près, un petit peu moins, mais bon, c'est la bouilloire de la bibliothèque. Ça y est, on voit que ça commence à se répandre dans le fond là. Ça y est. Là, on voit qu'il est liquide si on ouvre le flacon. Ça donne un liquide qui se présente un petit peu comme le mercure. Encore que ça mouille les parois là. Ça mouille le verre. Ça mouille plus le Mais ça mouille plus le verre que le mercure. Donc 30 degrés, ça veut dire que si on tient un morceau dans la main, ça fond directement dans la main. Bon, c'est un matériau, c'est un élément aussi qui sert dans les LED actuellement, qui sont à l'arsénure de gallium et qui ont valu le prix Nobel en 2014. On a une petite LED bleue là, couleur caractéristique. Je ne vais pas être assez long là pour voir. Ah. On voit la lumière bleue. Élément Élément suivant, l'indium. Alors l'indium,
trouvé aussi par spectrographie en 1883. C'est quelque chose qui est relativement rare, vous voyez, 2 parties par million. C'est un semi-conducteur lui aussi, et lui aussi sert à faire, entre aussi dans la constitution des LED bleus. C'est un métal assez mou qui sert aussi à faire des joints. Ça s'appelle indium parce qu'il a une raie bleue. Donc l'indium, c'est la même racine que indigo, et son spectre présente une jolie raie bleue. Particularité de l'indium, il crie. Voilà de l'indium. Il n'est pas très fort, alors on a mis un micro. Mais quand même. C'est peut-être déjà de l'entendre. Alors pourquoi est-ce qu'il crie? Pourquoi est-ce qu'il crie? Ah oui, c'est un métal qui est très cristallisé. Et lorsqu'on le tord, on vient faire un match, on vient déplacer les plans atomiques les uns par rapport aux autres. C'est cette déformation de tous ces plans atomiques avec rupture de liaison, reformation de nos liaisons, qui se fait de façon, on va dire, simultanée, qui déclenche, qui s'associe à un échange d'énergie qui est assez important et qui se manifeste par un son qu'on entend aussi dans l'éteinte. Ce sont les 2 éléments qui crient de tout le tableau périodique. Alors, pour la petite histoire, on a retrouvé ça dans les sous-sols de l'université quand on a débarrassé des sous-sols pour réparer les bâtiments. Et heureusement qu'il y avait des gens qui savaient ce que c'était. Ils partaient à la benne avec l'argent qui est tout le tableau périodique. On a tout de suite vu que ça avait un peu plus de valeur que les poubelles. Dernier élément avec lequel nous n'allons pas faire d'expérience, c'est le thallium. Alors le thallium, trouvé aussi par spectroscopie par M. Crookes en 1881, dans des minéraux, vous voyez, qui s'appelaient la crouxique, etc., etc. Production 20 tonnes par an, ce qui n'est pas beaucoup, et qui a pendant très longtemps servi de mort aux rats. Ça n'est interdit, je crois, que depuis 1980, d'utiliser du thallium dans la mort aux rats. Et vous voyez une publicité de mort aux rats, là. Donc on ne va pas faire d'expérience avec le thallium, qui sert aussi en électronique, mais si vous voulez tout savoir sur le thallium, vous lisez un des romans policiers qui sont là et qui seront disponibles à la bibliothèque après, qui parlent tous d'éléments chimiques, mais celui d'Agatha Christie, qui s'appelle Le Cheval pâle, décrit des empoisonnements au thallium avec tous les symptômes tout à fait corrects de l'empoisonnement au thallium. Et d'ailleurs, il y a une personne, et vous pouvez trouver en ligne, une dame qui a fait une thèse de pharmacie sur tous les poisons contenus dans les romans d'Agatha Christie. Donc vous la pouvez trouver en ligne, là, la thèse de pharmacie de Madame Amandine Stribby, que je ne connais pas, mais j'ai trouvé sa thèse en ligne. Et vous verrez tous les poisons utilisés par Agatha Christie, qui avait fait des études de pharmacie, donc qui était un petit peu compétente sur les sujets des poisons. À part ça, on a 3 autres romans policiers là, qui ont été achetés aussi par la bibliothèque et qui vont être disponibles et qui parlent aussi du gallium. Un polar islandais sur l'aluminium. Et le troisième, c'est sur le thallium. Disponibles là, si vous voulez regarder. Voilà, ils sont disponibles là et ils seront en prêt à la bibliothèque. Dernier élément de la classification dont on ne connaît pas grand-chose, hein, tous ceux qui sont tout en bas, les derniers éléments connus, qui s'appellent nionium, parce qu'il a été découvert par les Japonais, qui avaient proposé de l'appeler japonium d'ailleurs, mais l'IUPAC a préféré nionium, qui avait été prédit aussi qu'il existerait sous le nom d'hécathallium,
et qui a une durée de vie suivant les isotopes entre 0,1 seconde et 10 secondes. Mais enfin, vous savez, c'est les éléments très fugitifs, donc on n'en sait pas grand-chose de plus. Voilà, je crois qu'on a parcouru toute la colonne. Merci de votre attention. Et puis, si vous avez des questions... Pour la chimie, c'est Vincent et Mathieu qui répondent. Juste une petite anecdote en ce qui concerne l'électrolyse pour fabriquer de l'aluminium par M. Héroux. Héroux était un jeune chimiste, encore blanc-bec à l'époque, quand il est allé proposer sa découverte à M. Péchinet. À Côté-la-Laine. Et M. Péchinet, qui fabriquait de l'aluminium par voie chimique, donc c'était une tortue à l'époque, n'a pas vraiment cru sur le moment. Et M. Péchinet se piquait d'être un excellent joueur de billard. Et il a provoqué Héroux au billard. Le problème, c'est que ce jeune petit con d'Héroux a battu au billard M. Péchinet. Le patron, donc il n'a pas du tout apprécié, il n'a pas acheté son invention. Que Héroux était prêt à les vendre aux États-Unis jusqu'à quand même que cet industriel On voit bien. réaliste, il a fait une grosse bêtise, et a rappelé et a utilisé le procédé Héroux pour fabriquer de l'aluminium par voie électrochimique. La cuillère, Ça, c'est la cuillère d'argent qui a été nettoyée on peut en la, contact avec l'aluminium. on peut la faire circuler. Ouais. Et l'autre côté a quasiment pas bougé parce qu'il n'y avait pas de contact avec la solution unique aluminium. Ouais. Tu l'as essuyé? Ouais, je vais peut-être pas la faire passer. Mais il y a de la soude dessus, je vais pas la faire passer. On peut la rincer dans l'eau chaude, là. Vous avez un tableau qui a été fait spécialement pour l'événement. Alors on va le laisser quelques jours à la BU, il sera dans l'entrée là-bas. Il y a beaucoup d'échantillons dedans. Certains éléments sont purs, d'autres ce sont uniquement des composés qui illustrent l'application des éléments. Donc n'hésitez pas à vous approcher, à poser des questions si vous en avez. Et voilà. Donc si vous voulez revenir voir certaines expériences, Il y a des petites classifications aussi pour ceux qui aiment les souvenirs. Et les plus grandes aussi. des classifications périodiques en tout genre. Si vous voulez, approchez. C'est bon.